En URSS, c'est plus de 20 millions d'individus qui passeront les portes du goulag, soit un citoyen soviétique sur 6. La fin de la Seconde Guerre mondiale marquera l'apogée des camps de travail et nombreux seront les anciens combattants à connaître la prison et l'archipel du goulag. Mourant de faim derrière ces murs de barbelés, l'un d'entre eux verra ses camarades fouiller entre les morceaux de charbon. « Qu'est-ce que vous mangez là, les gars ? De l'argile marine, pas défendue par le médecin, ni inutile, ni nuisible. Mais si on en mâchouille 1 kilo par jour, en plus de la ration de pain, on a l'impression de s'être empiffré. Cherchez, il y en a beaucoup au milieu du charbon. » Et le soir arrive, sans que la carrière ait rempli la norme. On ordonne de nous y laisser pendant la nuit, mais l'électricité s'éteint partout. La zone reste dépourvue d'éclairage et on appelle tout le monde au poste de garde. On nous ordonne de nous prendre par le bras et sous escorte renforcée, parmi les aboiements et les injures, on nous conduit jusqu'à la zone d'habitation. Tout est noir. Nous avançons sans voir où c'est liquide, où c'est solide, pataugeant dans tout ce qui se présente, faisant faux pas sur faux pas, et nous tiraillant les uns les autres. Dans la zone d'habitation, il fait sombre. Seul, au feu rougeâtre infernal brûle sous la plaque de cuisson de la cuisine individuelle. Au réfectoire, seulement 2 lampes à pétrole au guichet de distribution. Et demain, ce sera la même chose, et chaque jour ensuite, 6 wagonnets d'argile rousse, 3 louches de lavure noire. Nous avions l'impression de nous affaiblir en prison, mais ici, c'est beaucoup plus rapide. On dirait déjà que la tête nous teinte. C'est l'approche de cet état d'agréable faiblesse, où il devient plus facile de céder que de se battre. Quant aux baraques, il y fait complètement noir. Nous sommes allongés, vêtements mouillés sur bois nu. Nous avons l'impression que nous aurons plus chaud à ne rien noter de ce que nous portons sur nous. Ça fera comme une compresse. Nos yeux grands ouverts regardent vers le plafond noir, vers le ciel noir. Seigneur, Seigneur, sous les obus et sous les bombes, je te demandais de me conserver en vie. Mais maintenant je te le demande, envoie-moi la mort. Bonjour à tous, ça fait longtemps, je crois que la dernière vidéo ça fait quasiment 1 an, donc je suis radioactif, vraiment de moins en moins actif. Excusez-moi, hein, c'est juste que j'ai beaucoup de boulot et très difficile de trouver du temps pour faire un épisode. Alors peut-être que je ferai des épisodes moins longs surtout et plus réguliers, parce que la dernière fois c'était un épisode où finalement c'était la synthèse de 2 ou 3 bouquins, et là ça va être plus ou moins pareil, donc ça sera moins travaillé que la dernière fois. On va malheureusement essayer de faire plus et malheureusement de moins bonne qualité. Je sais pas si on peut dire de moins bonne qualité, mais en tout cas il y aura moins d'ouvrages pour étayer le podcast. Donc dans ce nouvel épisode que j'ai décidé de consacrer au monde soviétique, et on pourrait se demander pourquoi. Déjà parce qu'en fait, il y a un tweetos qui se nomme Don Salazar qui n'a pas cessé de me demander de sortir un nouvel épisode, donc je le fais. Et 2 éléments m'ont donné envie, en fait, de me plonger dans l'univers de l'URSS. Le premier, c'est que certains le savent, comme je suis en médecine, j'ai l'occasion de travailler avec des médecins, et notamment des médecins roumains, et il y en a un qui m'a interpellé. En gros, quand il est arrivé en France, il m'a dit qu'il était extrêmement choqué de voir qu'à la télé, en France, on pouvait chanter l'Internationale, qu'il y avait un parti communiste et tout. Lui, il était vraiment subjugué. Parce qu'il faut savoir que dans énormément de pays de l'Est, notamment, je crois que c'est Pologne, Ukraine, par exemple, la faucille et le marteau ou le parti communiste, c'est interdit. Il n'y a qu'en France qu'on est vraiment OK avec ces idéologies mortifères. En même temps, bien que ce soit irrationnel, c'est presque normal, puisque les Français, ils n'ont pas vécu sous l'URSS, et ils ont subi l'occupation allemande. Donc,
il y a un biais nécessairement à travers cette histoire, et le fait qu'en France, à l'école, la domination soviétique soit quand même sous-étudiée. Normal, hein, il y a un temps qui est limité, et ce temps est davantage consacré, à l'histoire de France, et cette histoire de France comprend l'occupation allemande. Donc on passe à côté quand même d'une histoire qui a marqué profondément l'Europe. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de s'y consacrer. Et le dernier élément qui m'a donné envie de me consacrer à cet épisode, que j'avais en tête depuis longtemps, c'est que je suis moi-même un descendant de Zec, de Zeka. Ce sont les prisonniers politiques du RSS, donc c'est évidemment une histoire pour moi qui compte beaucoup. Et donc on va se demander dans cet épisode, qu'est-ce que c'est qu'être un soviète ? Qu'est-ce que c'est qu'être un Zec ? Et donc pour répondre à cette question, moi, je vous propose que ce soit un peu moins universitaire que la dernière fois. On va prendre deux ouvrages. On va prendre L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, donc la version synthétique, parce que normalement je crois que l'archipel du Goulag c'est je ne sais plus combien de tomes énormes. Là il y a une version condensée qui reprend tous les tomes et qui est, moi j'ai trouvé très bien. On va en parler davantage de Solzhenitsyn. Et puis l'histoire de l'URSS de Nicolas Werth, qui est directeur de recherche à l'Institut du temps présent. Donc c'est le même institut que Christian Ingrao, hein. Christian Ingrao, c'était le directeur de recherche qui avait écrit ce livre sur les intellectuels SS dont je m'étais servi pour faire le dernier épisode. Donc ils font partie du même institut, hein, et je crois, à ma connaissance en tout cas, que c'est un chercheur qui fait plutôt référence dans son domaine sur l'histoire de l'URSS. Et quant à Solzhenitsyn, alors pour le coup c'est pas un historien, c'est un écrivain et un dissident russe qui a été arrêté et envoyé dans un camp de travail pour avoir critiqué Staline dans une lettre personnelle en 1945. Et en fait, en 1962, il publie un roman témoin sur l'existence des goulags, qui jusque-là était vraiment un tabou, hein, c'était pas du tout connu, alors que c'était déjà extrêmement massif. Et ce roman s'appelait La journée d'Ivan Desinovitch, et ça avait fait à l'époque l'effet d'une bombe. C'était le genre d'ouvrage qui déjà avait été massivement lu en Occident, dans les démocraties, et en URSS était lu, mais c'était le bouquin que vous filiez sous le manteau à l'abri des regards, quoi. À la chute de Khrouchtchev, Solzhenitsyn, qui est constamment sous la surveillance du KGB évidemment, hein, en 1970, il reçoit le prix Nobel de littérature. Alors, moi, je vous conseille vivement de lire du Solzhenitsyn. Honnêtement, le prix Nobel, il n'est pas volé. Je trouve que c'est vraiment agréable à lire. Et on va notamment citer de nombreux passages de son bouquin. Vous allez voir que c'est... Moi, je suis pas un grand lecteur, mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est très bien. Et en fait... ce qui se passe, c'est que de 68 à 73, Solzhenitsyn vit vraiment la vie de James Bond. C'est-à-dire qu'il reçoit des missives de tout l'Empire soviétique, de nombreux anciens prisonniers politiques qui envoient leurs témoignages sur les goulags à Solzhenitsyn, et lui il est obligé de planquer ses missives et il commence à en faire une synthèse à travers un récit, et ce récit c'est l'archipel du Goulag. Comment il en vient à se décider à publier ce livre? Ce qu'il fait, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une vie de James Bond, c'est-à-dire que le manuscrit à la fin il est envoyé mais à travers un système extraordinaire. Je sais plus si c'était pas une espèce de film de bande de films planqué dans une chaussure ou je ne sais quoi, un truc comme ça qui a été envoyé pour que ça puisse sortir du pays, en fait, tout simplement, hein. Et c'est arrivé, je crois qu'il l'a fait passer par l'ambassade française en URSS pour que ça arrive dans une librairie parisienne qui attendait le signal de Solzhenitsyn pour le publier, et qu'ils l'ont finalement fait parce que Solzhenitsyn a été mis au courant que sa secrétaire avait été en gros kidnappée par le KGB, interrogée pendant 5 jours, et que suite à ces 5 jours, elle s'était pendue. Donc on ne sait pas si c'est le KGB qui l'a pendue ou si c'est elle qui n'a pas supporté ce qui s'est passé pendant 5 jours. Le fait est que Solzhenitsyn a envoyé le signal à Paris de publier le bouquin. Et en fait, la sortie en France de l'archipel du Goulag, ça va évidemment provoquer un scandale médiatique extraordinaire. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très drôle parce que souvent on a une vision rétrospective qu'il y avait une liberté d'expression extraordinaire auparavant, que le gauchisme n'était pas dégénéré, woke, censure, je sais pas quoi truc. C'est complètement faux, hein.
Dans les années 70, c'était le monde culturo-médiatique était déjà gauchisé à fond et il disait déjà n'importe quoi à l'époque. Je vais vous donner un exemple. Donc en gros, c'est plus de 200 témoignages qui sont synthétisés et publiés à travers l'archipel du Goulag. Et il y a une véritable offensive gauchiste qui est menée par le Parti communiste français qui était... mais à l'époque, le PCF donnait la version officielle que tous les organes de presse de gauche allaient répéter. Hein. Donc c'était le PCF et notamment le journal L'Humanité, évidemment sous commandement de la mère patrie qui a envoyé une énorme offensive envers Solzhenitsyn. La gauche à ce moment-là, au sein de son intelligentsia, est divisée puisque l'Humanité a voulu insister sur le fait que les goulags sont surtout l'œuvre de Staline et que maintenant c'est terminé, voilà. Et que le parti central a condamné. Alors en fait la réalité c'est que dans les années 70 certes les rendements ont diminué mais les goulags ont continué hein, jusqu'à quasiment la fin de l'URSS donc déjà l'Humanité c'est des gros mythos. Ensuite la gauche française en fait voulait vraiment mettre en avant que l'URSS c'est devenu une véritable démocratie et qu'il y a la liberté d'expression et qu'en fait du coup Solzhenitsyn n'est pas un vrai dissident quoi parce que finalement il a eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer librement alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, sa secrétaire s'est fait fumer par le KGB donc il y a un moment puis ils ont ensuite commencé à attaquer l'auteur donc Solzhenitsyn en disant qu'il avait des positions réactionnaires et pro-nazis. Je vous mettrai le lien en description, vous avez la réaction médiatique à la sortie de l'archipel du Goulag. Alors que Pierre Day affirme dans Le Monde son entière solidarité avec l'écrivain et déplore le silence de son parti sur le sort des intellectuels en URSS, Georges Marchais déclare ne voir aucun fait qui justifie l'appréciation selon laquelle nous assisterions à un retour aux méthodes staliniennes, puisque Solzhenitsyn et Sakharov peuvent s'exprimer librement. Georges Marchais déclare à la télévision française que la seule chose nouvelle que nous trouvons dans l'ouvrage de cet écrivain admiré du monde capitaliste, c'est un éloge du traître Vaslov. Georges Marchais, la gauche ouvriériste à l'ancienne, en fait c'était de la grosse merde pleine d'ordures dès le premier jour de toute façon. Alors c'est qui ce Vaslov dont parle Georges Marchais? Vaslov en fait c'est un général soviétique qui s'est fait capturer par les Allemands à Stalingrad et a soulevé une armée de libération de la Russie pour combattre aux côtés de la Wehrmacht. Et en fait, étonnamment, à l'époque, il avait su rallier des milliers et des milliers de Russes, ce qui a étonné tout le monde, puisque à la Première Guerre mondiale, les conditions étaient pitoyables et tout le monde en avait déjà marre du tsar, mais malgré tout, il y avait en fait très peu de déserteurs, alors que là, Vaslov, étonnamment, a su soulever énormément de Russes pour combattre l'armée rouge. Donc, faut se poser des questions. Je vais d'ailleurs citer Solzhenitsyn à ce propos. Et avec quelle facilité nous nous prêtons au collage des étiquettes et avec quelle facilité nous avons accepté de considérer comme traîtres ces hommes qu'on avait trahis. Dans toutes les guerres que la Russie a faites, il aurait mieux valu qu'elle en fît moins. A-t-elle compté beaucoup de traîtres? A-t-on jamais remarqué que la trahison fut enracinée dans l'âme du soldat russe? Mais que sous le régime le plus juste au monde éclate la plus juste des guerres, et voilà des millions de traîtres qui surgissent des couches les plus populaires du pays. Comment comprendre cela? Comment l'expliquer? Dans la lutte contre Hitler, nous avons eu à nos côtés l'Angleterre capitaliste avec sa classe ouvrière dont la misère et les souffrances ont été décrites par Marx avec tant d'éloquence. Pourquoi donc n'ont-ils eu, eux, au cours de cette guerre, qu'un seul et unique traître, le commerçant Lord Howe. Alors que nous avons eu des millions, on a peur de déclouer le bec pour le dire, mais c'est peut-être tout de même une question de régime. Donc ce que dit Solzhenitsyn, c'est que en fait de tout temps les Russes finalement, en tout cas aussi loin qu'on puisse s'en souvenir et notamment pendant la Première Guerre mondiale, on va le voir avec Nicolas Werth qui va confirmer, c'est que finalement des déserteurs, il y en a eu assez peu dans l'histoire de la Russie et que là, étonnamment, sur cette Seconde Guerre mondiale, il y en a énormément. Là où l'Angleterre capitaliste, avec une classe ouvrière opprimée qui combat elle aussi Hitler, n'a eu que finalement très peu de traîtres. Donc c'est bizarre, c'est peut-être que les Russes en ont ras le cul du système soviétique. Donc c'est un peu ce que
sous-entendait Solzhenitsyn, et c'est à cause de ce passage que Georges Marchais s'est permis de dire que Solzhenitsyn fait l'éloge du traître Vaslov. Voilà, je voulais juste appuyer ça pour tous les fans de Georges Marchais qui sont en mode « Oui, non mais c'est la gauche à l'ancienne, c'est pas la gauche woke, je sais pas quoi. » Non, c'était déjà de la grosse merde. Donc on va parler du monde soviétique, essayer d'y voir plus clair, répondre à certaines questions. C'est quoi être un soviétique ? Comment est la vie dans une société collectiviste ? Et puis évidemment, est-ce que c'était du vrai communisme ou c'était du stalinisme ? Et on va répondre à tout ça. De façon intéressante, pour ceux qui ont écouté mon épisode précédent intitulé « La communauté des aigles », on va voir que le Parti communiste évolue de façon inversement proportionnelle à celui des nazis. On essaye souvent de les rapprocher sous leur aspect totalitaire, mais c'est vrai que dans leur histoire et dans leur composition, tout les oppose en réalité. On va voir que le NSDAP était en fait finalement un parti initialement ouvriériste, dirigé par d'anciens soldats des Freikorps, et qui va petit à petit s'embourgeoiser jusqu'à être un parti dirigé par une aristocratie symbolisée par la Schutzstaffel, les SS, qui prendront le pouvoir en fait de façon démocratique avec un large soutien de la population allemande. Alors que le Parti communiste, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord beaucoup d'intellectuels issus de la moyenne et petite bourgeoisie qui prennent le pouvoir dans un coup d'État, sans aucun véritable soutien de la population, et va petit à petit tuer les gens éduqués en son sein et se remplir d'idiots. En fait, on verra que le Parti communiste, c'est véritablement une idiocratie. Parce que, alors le titre est trompeur du film Idiocratie, ça s'appelle Idiocratie, mais en fait c'est pas les gens les plus bêtes qui ont le pouvoir, c'est juste qu'il y a eu une baisse de l'intelligence moyenne de la population et que du coup ça fait une société de cons. Mais là quand je dis une idiocratie, c'est pas tellement que les Russes sont devenus bêtes, c'est que réellement c'est les franges les plus stupides du pays qui dirigent le pays. Et on verra que, en fait, finalement, les sociétés, c'est des systèmes qui sélectionnent les individus selon certaines caractéristiques pour les placer à différents postes, et notamment aux postes à responsabilité. Et ces sociétés diffèrent, en fait, par les caractéristiques choisies pour réaliser cette sélection. Finalement, quel filtre va être mis pour sélectionner les gens qui vont diriger le pays. Alors, par exemple, pour l'Allemagne nazie, le système cherche des individus de la haute société allemande qui ont fait des hautes études et capables d'utiliser leurs compétences de management au service d'une extraordinaire violence afin de protéger, parce que le but ultime des nazis, c'est protéger la famille. En Union soviétique, c'est le contraire en fait. On cherche des individus les moins éduqués possibles, issus des classes les plus basses, prêts également à une extraordinaire violence, sauf que là, c'est au service de l'État et cette violence doit pouvoir être appliquée sur leur propre famille. Donc il faut être prêt à sacrifier son propre sang pour l'appareil de l'État. C'est ce qui est recherché dans le système soviétique. Et c'est ce qui est valorisé justement pour avoir un poste à responsabilité dans ce monde-là. Donc on va, comme le dernier épisode, je vous propose qu'on mette le contexte. Donc la révolution russe de 1917 naît finalement de deux choses. L'échec du tsarisme a modernisé la Russie et ses multiples défaites militaires, à commencer par la guerre russo-japonaise de 1905, où pour la première fois une nation extra-européenne éclate ce qu'on pensait être une grande puissance, provoquant la perte du Mandchourie. Et puis c'est la débâcle de la Première Guerre mondiale, donc je cite Nicolas Werth, l'historien de l'URSS. Au lieu de renforcer la cohésion déjà très faible d'un corps social profondément disjoint, la guerre réactive la fracture profonde entre les nizis, donc c'est les basses classes, et les verki, ce sont les classes élevées, les élites. Entre ville et campagne, producteurs et consommateurs, combattants et planqués. L'enthousiasme patriotique d'août 1914, au demeurant assez tiède parmi les masses et l'immense majorité des 5 millions d'hommes mobilisés, soit 85% de paysans, ayant rejoint avec résignation et fatalisme leur unité, ne dure guère. Au front, la débâcle de l'été 1915, au cours de laquelle l'armée russe abandonne la Pologne, les pays baltes, la partie occidentale de la Biélorussie et de l'Ukraine, un désastre attribué tant aux pénuries d'armement, de matériel et de munitions. Donc en fait la Russie c'est déjà
en fait très peu modernisé, et ça se ressent sur cette Première Guerre mondiale où c'est vraiment une débâcle. Il lâche une partie considérable de son ancien territoire, avec une armée qui est essentiellement composée de paysans, dans une armée tsariste très hiérarchisée, où les postes à responsabilité sont attribués aux notables. Donc, les soldats se plaignent de la mauvaise qualité du ravitaillement, leur ardeur au combat est minée par les rumeurs les plus folles sur la trahison de l'impératrice Alexandra d'origine allemande, de Raspoutine et de nombreux ministres vendus à l'ennemi. Malgré ces rapports alarmants, les désertions et les actes d'indiscipline, refus de monter en position ou d'obéir aux ordres d'attaque restent exceptionnels jusqu'au printemps 1917. Donc comme je vous l'ai dit, finalement Solzhenitsyn n'a pas tort, c'est-à-dire que même Nicolas Werth confirme, il y a une ambiance de merde, l'armée remplie de paysans est dans une débâcle, il y a vraiment un mécontentement, malgré tout il y a très peu de désertion. Donc pour en dire davantage sur cette débâcle, le déficit des finances publiques explose. Les exportations s'effondrent, moins 65% entre 1914 et 1916. La valeur du rouble chute de 40% en 2 ans. L'inflation s'emballe. L'indice des prix de détail passe de 100 en août 1914 à 150 fin 1915, 280 fin 1916 pour dépasser 1000 en octobre 1917. Donc vous avez une inflation démentielle, on passe de 100 à 1000 quoi. Alors la question, on peut se dire, bon bah oui, non mais tu nous parles d'une débâcle en Russie avec une économie qui s'effondre, mais bon c'est la guerre, est-ce que quelque part c'est pas pareil dans toute l'Europe ? Bah c'est pareil dans toute l'Europe, mais c'est vraiment quand même beaucoup plus fort en Russie. Je continue la citation. Russie, plus qu'ailleurs, la guerre met à nu toutes les failles d'une modernisation économique inachevée. Comme les autres belligérants, le gouvernement tsariste a escompté que la guerre serait courte. La fermeture des détroits consécutive à l'entrée en guerre de l'Empire ottoman et des frontières avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne rappelle brutalement la dépendance de la Russie à l'égard de la technologie occidentale. La Russie à l'époque avait déjà un retard technologique et de modernisation et d'industrialisation. Je continue. Une dépendance de la Russie à l'égard de la technologie occidentale, notamment en matière de biens d'équipement et de machines-outils. Allemande en premier lieu. Dès le début 1915, faute de pièces de rechange pour le matériel roulant et à cause d'un engorgement croissant des voies ferrées saturées, le réseau ferroviaire, vital dans un pays aussi étendu que la Russie, est désorganisé. Au début 1916, un quart des locomotives est hors d'usage. En 1917, la moitié du parc reste au dépôt. La perte durant la grande retraite de l'été 1915 de la Pologne et des pays baltes porte un nouveau coup rude au potentiel industriel de l'Empire russe. Ces territoires concentrent en effet plus de 20% de l'industrie métallurgique et plus de 60% de l'industrie chimique du pays. Donc en plus, les territoires abandonnés en fait regroupent une partie considérable de la force industrielle de l'Empire russe. Donc c'est vraiment, ça se passe mal. Hein. Donc pour Nicolas II, qui est le dernier tsar, il est en train de faire en réalité une partie d'Age of Empire qui se passe très mal. Hein. Donc la défaite de 1905 contre les Japonais avait déjà donné lieu à l'époque à une tentative révolutionnaire qui avait été réprimée. Mais maintenant, avec la Grande Guerre et notamment cette date de 1917 qui va marquer pour Nicolas II son abdication, signant ainsi la fin de la dynastie tricentenaire des Romanov. Et en fait, il abdique devant un mécontentement de la population et notamment des soviets. Donc, qu'est-ce que c'est les soviets ? C'est des assemblées d'opposants qui sont regroupés. Et notamment, il y a des socialistes, il y a des anarchistes, il y a des libéraux, des paysans, des soldats. Donc, voilà, c'est quelque chose de très hétérogène. Et c'est des petites assemblées d'opposants en fait, au pouvoir tsariste. Et au sein des révolutionnaires, on a plusieurs groupes. Et notamment, on a les mencheviks et les bolcheviks qui sont eux dirigés par Lénine. Donc littéralement ça veut dire quoi les bolcheviks ? Ça veut dire majoritaire et les mencheviks ça veut dire minoritaire. Et vous allez voir qu'en fait c'est une arnaque de Lénine qu'il a réussi à pérenniser ces noms. Puisqu'en fait en 1903 il y a eu au sein de ces mouvements un vote qui a été fait et ça a été la seule fois où le groupe de Lénine était majoritaire et c'est pour ça qu'il s'est permis de s'appeler les bolcheviks qui veut dire les majoritaires et d'appeler les autres les mencheviks les minoritaires. Alors que c'est complètement ridicule. Par exemple en 1917 les bolcheviks c'est 10 000 individus, les mencheviks c'est 2 fois plus. Donc, c'est ridicule, c'est comme si je sais pas moi le MoDem s'amusait à s'appeler les majoritaires et à appeler le parti de Macron les minoritaires, quoi. C'est du foutage de gueule. Donc bon, on voit que
C'est drôle parce que la stratégie adoptée avant même la prise au pouvoir des bolcheviks, c'est déjà le mensonge. Bon, enfin bon, on va continuer. Jusque-là, les soviets, et notamment celui de Petrograd, Petrograd, c'est le nom de Saint-Pétersbourg, étaient dirigés par des socialistes modérés, prêts à travailler avec le gouvernement provisoire, et ce gouvernement était issu, ce qu'on appelle de la Douma, qui est le Parlement russe. Donc partout sur les territoires de l'ancien empire russe, se formaient des petites assemblées qui s'auto-organisent pour décider collectivement vers quelle direction ils vont aller, sachant que, je le rappelle, on est encore pendant la guerre, là. Pour les gens qui, par exemple, aujourd'hui disent que l'Ukraine, en fait, c'est russe, que c'est un pays artificiel à créer après les accords de Minsk, etc. C'est complètement faux parce qu'en fait, les Ukrainiens, déjà à l'époque, s'organisaient également avec, comme tous les territoires de l'ancien empire russe, s'organisaient en soviets, mais vous allez voir que c'est eux, leurs soviets ne sont pas dirigés par des socialistes ou des anarchistes ou je sais pas quoi, mais en fait par des mouvements identitaires et culturels. À Kiev, par exemple, donc ça c'est une citation de l'histoire de la Russie de Nicolas Verte. À Kiev, par exemple, dès le 4 mars, 3 organisations rivales se disputent l'autorité. Un conseil des organisations civiques, un soviet ouvrier et une Rada des organisations culturelles ukrainiennes. Rapidement, la Rada, simple organe de l'expression culturelle et de l'intelligentsia ukrainienne, prend le dessus. S'exprimant au nom de tous les Ukrainiens, elle réclame en mars une large autonomie interne, puis, à partir de juin, la reconnaissance de l'indépendance de l'Ukraine. Des revendications similaires se développent en Pologne, en Finlande et dans les pays baltes. C'est marrant quand même pour des peuples russes qui veulent être russes, qui sont russophones, avant même l'Union soviétique, ils voulaient déjà se casser, c'est drôle. Hein. Tous les soviets, les libéraux, les démocrates, les socialistes, les révolutionnaires, ont les yeux rivés sur la France. Hein. Pour eux, il faut faire comme 1789, avec une assemblée constituante, liberté, égalité, fraternité, voilà, la révolution. C'est ça qui fait rêver. En fait, souvent, c'est drôle parce qu'on dit que les idées sont à l'ouest et que les couilles de les appliquer sont à l'est, quoi. Du darwinisme social anglais aux nazis, des opposants français à la propriété privée au collectivisme russe. C'est amusant. Là où les socialistes et les mencheviks sont plutôt pour travailler avec le gouvernement provisoire, comme je vous l'ai dit, pour rentrer petit à petit dans le monde moderne des démocraties occidentales, les bolcheviks, eux, souhaitent que l'ensemble des pouvoirs soit entre les mains des soviets. Tout le pouvoir aux soviets. Ça, c'est la fameuse phrase de Lénine. Sauf que tout cela se passe pendant la Grande Guerre, qui n'est toujours pas achevée, et en octobre 1917, les bolcheviks prennent le contrôle des ponts, des gares, des centres télégrammes, des postes, etc., de tous les centres, des points clés pour réaliser leur révolution. Donc je cite, « La stratégie de Lénine se révèle juste. Mis devant le fait accompli, la prise du pouvoir par une instance qui ne dépend d'aucune manière du Congrès des soviets, les délégués socialistes, donc les socialistes révolutionnaires, mencheviks et la plupart des sans-partis, dénonce la conspiration militaire organisée derrière le dos des soviets et quitte la salle. » Donc en fait, tous les mouvements autres que les bolcheviks au sein des soviets disent que les bolcheviks sont des connards et qu'ils ont fait en fait un complot militaire pour prendre le pouvoir alors que personne ne leur avait rien demandé. Et puis ils quittent les soviets, quoi, ces assemblées. Leur départ réduit à l'impuissance de Martov et ses partisans qui espéraient un compromis et proposaient la constitution d'un gouvernement d'union regroupant bolcheviks, socialistes révolutionnaires de gauche, mencheviks internationalistes. Après le départ de Martov, les bolcheviks font ratifier leur coup de force par le reste du Congrès. Outre les bolcheviks, il reste 3 personnes, il y a 3 pelés, et en fait il n'y a plus personne dans les soviets à part les bolcheviks, qui votent un texte rédigé par Lénine attribuant tout le pouvoir aux soviets. Cette résolution purement formelle permet aux bolcheviks d'accréditer une fiction qui abusera des générations de crédules. Ils gouvernent au nom du peuple et dans le pays des soviets. Donc là, voilà, c'est encore un tour de passe-passe de Lénine, hein, ce petit malin. C'est-à-dire que il fait son coup d'état militaire. Tout le monde dit que c'est un connard et quitte l'Assemblée. Et du coup, il lance un vote pour accréditer un texte qu'il a lui-même rédigé où il dit que tout le pouvoir est aux soviets. Mais bon, il n'y a plus que lui dans le soviet, donc il y a un moment... ok.
L'une des grandes revendications populaires de cette époque, c'est la paix, sortir de la Grande Guerre, sauf que le bolchevique doit se rendre à l'évidence, la sortie du grand conflit mondial, revendication qui était au cœur du processus révolutionnaire de 1917, passe malheureusement par le plus humiliant traité que la Russie ait jamais signé, Brest-Litovsk. Donc ce traité, signé le 3 mars 1918, la Russie perd 800 000 km². 26% de sa population de l'ex-empire russe, 75% de ses ressources en charbon et de ses capacités de production d'acier. Déjà, l'avènement du bolchevisme commence bien par la paix, mais au lourd tribut. Je vous l'ai dit, quand les Russes cherchent un modèle, ils regardent vers la France. Donc la propriété c'est du vol de Proudhon ou encore les célèbres maximes de Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Voilà, la propriété privée, c'est mal, c'est l'accaparation des terres, c'est le péché originel de toute l'inégalité entre les hommes, donc il faut immédiatement agir, voilà. Et c'est pour ça qu'ils vont faire le décret sur la terre qui est promu. Le décret sur la terre, c'est la propriété privée de la terre est abolie sans indemnité. Toutes les terres sont mises à la disposition des comités locaux pour être redistribuées. Donc ce décret donnera lieu à des affrontements évidents entre le régime soviétique et la paysannerie, qui se font prendre leurs terres, notamment en 1929 avec la collectivisation des terres agricoles. Alors il y a un autre décret qui est absolument goldé, qui est vraiment c'est excellent, qu'ils ont mis en place dès l'instauration du régime soviétique. C'est le droit à l'autodétermination. Puisque le régime soviétique, c'est la liberté, face au tsarisme, aux manipulations par la religion, à tous ces éléments liberticides. Donc, il donne le droit, en fait, à tous les peuples de pouvoir avoir leur indépendance s'ils le désirent. Donc, je vais citer encore une fois Nicolas Werth. Troisième malentendu, les rapports du nouveau pouvoir avec les nationalités de l'ex-empire tsariste, le coup d'état bolchevique accélère les tendances centrifuges que les nouveaux dirigeants paraissent au début cautionner. En reconnaissant l'égalité et la souveraineté des peuples de l'ancien empire, puisque tous les peuples sont égaux, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas décider de leur destin, le droit à l'autodétermination, à la fédération, à la sécession, les bolcheviks semblent inviter les peuples allogènes à s'émanciper de la tutelle du pouvoir central russe. En quelques mois, Polonais, Finlandais, Baltes, Ukrainiens, Géorgiens, Arméniens, Azéris proclament leur indépendance. Ça, je crois qu'ils l'avaient pas prédit. Débordés, les bolcheviks subordonnent bientôt le droit des peuples à l'autodétermination, à la nécessité de conserver le blé ukrainien, le pétrole et le minerai du Caucase, bref, de préserver les intérêts vitaux du nouvel État soviétique qui s'affirme rapidement, du moins sur le plan territorial, comme l'héritier de l'ex-empire russe. Donc en gros, ils disent, tous les peuples sont égaux, vous avez le droit de faire sécession. C'est simple, dans la nanoseconde où ils ont autorisé ça, il y a évidemment la moitié de l'empire qui a fait on se casse. Et puis ils ont fait non, mais en fait, tu peux pas parce que le blé ukrainien, il est bien quand même, le pétrole et le minerai du Caucase, on peut pas faire ça. Donc en fait, on va arrêter ces conneries. Et en fait, du coup, ce qu'il dit après, c'est la guerre civile qui débute en 1918. C'est la guerre civile, vous savez, entre les soviétiques, c'est ce qu'on appelle les Russes blancs, qui sont les tsaristes, est aussi une guerre de reconquête par le centre, russe et bolchevique, les nationalités qui s'étaient émancipées au cours de l'année 1917. Donc ils vont pouvoir, à travers cette guerre civile, reprendre les anciens territoires qui ont pris leur indépendance. Donc encore une fois, quand vous donnez pendant une nanoseconde l'opportunité de se séparer de la Russie, l'Ukraine l'a saisie, et puis c'était pas les seuls. Donc à cette époque, les soviétiques rassemblent plusieurs populations avec une certaine confusion. Les intellectuels marxistes, très au fait des textes idéologiques. Les soldats paysans qui s'imaginaient que le bolchevisme, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que Bolch en russe, ça veut dire plus. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que les paysans, ils pensaient que bolchevisme, c'était pour plus de terre, plus de liberté, etc. Donc c'est drôle parce qu'il y a une citation du général Broussilov qui dira « Les soldats voulaient la paix pour pouvoir rentrer chez eux, régler leurs comptes aux propriétaires fonciers, vivre librement sans payer d'impôts, sans avoir à se soumettre à quelque autorité que ce soit. Les soldats se tournèrent peu à peu vers les bolcheviks parce qu'ils pensaient que tel était leur programme. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que signifiait le communisme, l'international ou la division en classes.
Par contre, ils s'imaginaient parfaitement de retour chez eux, ayant partagé toutes les terres, ayant fait disparaître tous les propriétaires fonciers, n'ayant plus ni devoir ni obligation devant l'État, la nation. Cette liberté sans entrave, cette liberté anarchique, voilà ce qu'était pour eux le bolchevisme. Mais je crois qu'ils étaient très loin du compte, ces paysans. Donc on va parler un peu des institutions. Vous allez voir, là aussi c'est marrant, les institutions soviétiques. Dans les premiers mois de la prise du pouvoir par les bolcheviks, donc évidemment on prend le contrôle des médias, hein. Je cite, « Dès la fin octobre, le nouveau gouvernement prend un certain nombre de mesures autoritaires. » Fin octobre, hein, ils ont pris début octobre le pouvoir, hein, donc ils perdent pas de temps, on y va tout de suite. Fermeture des journaux bourgeois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Suspension de toute publication qui sèmerait le trouble dans les esprits en publiant des nouvelles volontairement erronées. Ah oui, on interdit les fake news, mais c'est normal ça. Contrôle de la radio et du télégraphe, arrestation de personnalités des partis d'opposition, tant bourgeois que socialistes. Et bien évidemment qu'il faut les arrêter, ces gens. Donc les bolcheviks, après avoir cassé les pieds au tsar pour avoir une assemblée constituante, évidemment ils étaient obligés d'en organiser une, donc ils ont fait une élection si vous voulez. Et donc il y a eu 41 millions d'électeurs, c'est pas mal quand même. Et ben ils ont eu que 9 millions qui ont voté pour les bolcheviks. Donc les bolcheviks organisent une élection et ils sont extrêmement minoritaires. Ce sont les socialistes modérés qui sont majoritaires et ils élisent un président en la personne de Monsieur Tchernov pour être à la tête de cette assemblée justement. Alors je cite, « Dès le lendemain matin, le gouvernement bolchevique l'a dissous. Dans toute l'indifférence générale, en Russie, l'expérience de la démocratie parlementaire n'aura duré que quelques heures. » Voilà, c'est les institutions soviétiques. Entre la Première Guerre mondiale, la guerre civile contre l'armée blanche, c'est, je vous l'ai dit, c'est les armées fidèles au tsar, les révoltes paysannes, le pouvoir soviétique en fait part dès le début sur un véritable charnier, mais il est vrai, on ne peut pas tout attribuer au communisme, ça c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, le pouvoir tsariste faisait n'importe quoi avant, c'est même ces enchaînements d'échecs qui ont ramené à l'abdication de Nicolas II et à la révolution des bolcheviks. Donc on ne peut pas attribuer tous les morts aux communistes, et puis la guerre civile, c'est sûr, n'a pas aidé. Mais on ne peut pas non plus nier l'immense responsabilité des communistes dans ces morts. La responsabilité de Nicolas II, elle va pas non plus aller jusqu'au goulag après la Seconde Guerre mondiale, faut arrêter de déconner. Donc les 20 millions qui sont passés par les camps de travail, on peut pas non plus dire « Oh mais non, mais c'était aussi un peu de la faute de Nicolas II ». Non, à la limite, il y a quelques famines que vous pouvez diluer dans la responsabilité d'autrui, mais pas non plus... clairement, la majorité, c'est quand même la faute des communistes, faut arrêter de déconner. Donc, d'autant que vous allez le voir, ce qui caractérise finalement les bolcheviks, c'est plusieurs éléments. C'est à la fois leur inefficacité, c'est-à-dire que là c'est vraiment un caractère, juste on ne peut pas le nier, c'est inefficace. Pour développer un pays, c'est inefficace. Notamment la planification de l'économie et l'industrialisation. Et paradoxalement, ils ont un talent mais extraordinaire pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que un pouvoir inefficace devrait, comme Nicolas II, devrait susciter un changement de pouvoir de gré ou de force. Et eux, c'est extraordinaire parce que c'est pire que Nicolas II, mais ils arrivent à se maintenir au pouvoir sur une longue durée, et on va voir comment ils font, parce qu'ils ont une excellente recette. Par exemple, déjà, les bolcheviks, ils excellent dans la propagande. Le mensonge et la terreur, ça c'est vraiment 3 points où ils vont bien au-delà des nazis. Alors Staline lui-même estimera avoir entre 50 et 100 ans de retard dans le processus d'industrialisation par rapport aux autres démocraties occidentales, et il voudra rattraper ce retard. Donc par exemple, je vais citer, dès janvier 1930, les objectifs, déjà plusieurs fois révisés à la hausse du premier plan, sont encore majorés. Désormais, il est question de produire à la fin du quinquennat 120 millions de tonnes de charbon au lieu de 75 millions initialement prévus. Donc on fait quasiment x2 sur les prévisions. 45 millions de tonnes de pétrole par rapport à 22 millions prévus. Pareil, on fait x2. 20 millions de tonnes de fonte au lieu de 10 millions. 450 000 tracteurs, construire plus de 2000 usines. À la fin de 1930, 40% des investissements industriels sont gelés en programmes inachevés. Donc voilà, parmi tous les plans
qui était initialement lancé, vous en avez quasiment 40% qu'on jette à la poubelle, tellement c'est infaisable, quoi. La gestion administrative à court terme des ressources, résultat d'une totale improvisation, tend à remplacer la planification. C'est-à-dire que... c'est génial quand même, parce qu'initialement il y a quand même la rhétorique, c'est organisé, c'est planifié, c'est intelligent, c'est mathématique, ça va aller paf paf paf, efficace et tout, et en fait en 3 secondes et demie c'est du grand n'importe quoi. Palliatif destiné à réduire les conséquences les plus immédiates des contradictions entre les plans économiques et les possibilités réelles. Cette gestion administrative allait rester pendant des décennies une des caractéristiques majeures du système administratif de commandement propre à l'économie soviétique. D'ailleurs, là je suis pas en train de citer un mec qui est biaisé nécessairement, qui a énormément souffert des goulags comme Solzhenitsyn. Là je vous parle d'un historien qui fait référence, qui est directeur de recherche au CNRS et qui regarde ça avec énormément de recul, c'est-à-dire que lui déjà il n'a pas vécu sous l'URSS, il a vécu en France et il se base sur des données solides. Donc il y a un moment, ça devient compliqué quand même d'y voir une intelligence dans la planification économique ou une soi-disant efficacité. Voilà, il y a quand même un consensus pour dire que c'était de la grosse merde. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour se maintenir au pouvoir, malgré des résultats et une gestion catastrophique, on a besoin nécessairement d'une répression sans commune mesure. Alors, en Allemagne, par exemple, chez les nazis, les SS et notamment le service de renseignement, la SD, ont beaucoup travaillé sur la répression des territoires occupés, mais assez peu sur les Allemands eux-mêmes, hein, donc pas du tout sur les membres de la Volksgemeinschaft. Donc, l'équivalent de la SS en URSS, c'est le NKVD, l'ancêtre du KGB. Et pour illustrer l'ampleur de l'action du NKVD, faut savoir qu'en 1937, Staline, qui sentait la guerre venir et se souvenait que ce qui a été fatal au pouvoir tsariste, c'est la guerre justement contre notamment le Japon, puis pendant la Première Guerre mondiale, se dit alors que finalement les guerres c'est des moments d'instabilité énormes, et donc il faut purger avant les guerres. Et donc Staline demande à chaque commissaire du NKVD de remplir d'énormes quotas d'opposants politiques à éliminer ou à condamner à 10 ans de camp de travail. Alors la mortalité dans les camps de travail ça fluctue au cours du temps, c'est pas toujours pareil, mais en gros ça tourne entre 5 et 20%. Bah, quand vous êtes à 20%, c'est pas mal quand même. Un mec sur 5 qui crève dans un camp, c'est quand même un bon ratio. Donc, faut savoir que ces purges qui vont être organisées, c'est soit dans l'armée, ou dans le parti, ou dans la société civile. Personne n'est à l'abri. Et donc, en fait, c'est par exemple les gens du passé, comme il dit Staline. Donc, en gros, c'est ceux qui ont compté dans l'ancien régime, hein, ou des minorités, comme les Finlandais, les Polonais, les Allemands, ou les Baltes. Les Allemands ont vraiment pris cher dans ces territoires. Et donc c'est eux qu'on va balancer premier au charbon. Donc cette purge stalinienne, c'est ce qu'on appelle la Grande Terreur, et c'est 1,5 million de victimes. Et ce qu'il faut comprendre avec le monde soviétique, c'est que c'est une énorme machine dont le carburant sont les êtres vivants. C'est comme si c'était une locomotive où, à la place du charbon, il fallait brûler des citoyens. Alors pourquoi faut-il brûler ces citoyens ? Parce qu'il faut faire notamment fonctionner les camps de travail. Il faut savoir que les goulags ont une importance considérable dans l'économie russe, mais aussi avoir un grand turnover dans le pays en envoyant continuellement des gens mourir, ça permet d'avoir un système de répression et d'installation de la peur extrêmement efficace pour se maintenir au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que les soviétiques avaient promis l'égalité et d'une certaine façon, ils ont réussi cet objectif assez rapidement puisque personne n'est à l'abri. Il faut constamment sacrifier des vies humaines, et donc quand vous êtes un cadre du NKVD, vous devez impérativement trouver de la chair humaine à sacrifier, sinon ce sera peut-être la vôtre, c'est ça le truc. C'est que comme il y a un sacrifice, un flux constant d'êtres humains à détruire, il faut que vous fassiez de la délation, il faut que vous trouviez suffisamment d'individus pour remplir vos quotas, parce que si vous ne remplissez pas vos quotas, ce sera vous, votre famille, vos amis, etc., vos enfants qui iront remplir ces quotas. Donc vous inquiétez pas, les cadres du NKVD sont extrêmement motivés à remplir ces quotas, et ils sont tellement motivés qu'ils iront bien au-delà de ce qu'on leur a demandé. Dans les écrits d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les écrits de ces membres, ce qui transparaît, c'est qu'ils savent pertinemment que chaque fois qu'ils déportent tous ces gens, chaque fois qu'ils organisent des rafles dans des quartiers entiers,
ils savent que tôt ou tard, ils seront les prochains. Car s'arrêter de purger, c'est l'assurance d'être le prochain, alors que continuer à sacrifier tous ces gens, c'est obtenir une chance de vivre un autre jour. Je cite, « En outre, entre 1930 et 1940, le nombre de détenus des camps de travail du Goulag passe de 200 000 à près de 2 millions, avec un chiffre cumulé d'entrée d'environ 7 millions de personnes en 10 ans. À la fin des années 1930, le Goulag, dépendant du NKVD, constitue un véritable État dans l'État, et une véritable seconde économie qui pèse environ 10% de la production industrielle du pays. Le plan de production pour 1941 prévoit que le Goulag assurera cette année 75% du molybdène, 70% de l'or, 55% du nickel, 40% du cobalt et du chrome, 13% du bois, 12% du charbon produit dans le pays. Un développement sans émancipation, marqué par le recours sans précédent du travail forcé. Ainsi apparaît, 10 ans après son lancement, le projet stalinien de transformation accélérée du pays. Quelle réussite! Alors pour illustrer à quel point le pays stagne et évolue de façon très lente, les rendements agricoles chutent au moment de la collectivisation, donc dans les années 20. Et en fait, il faut savoir que ces rendements agricoles ne seront rattrapés qu'en 1950. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les rendements agricoles sont quasiment les mêmes de 1913 à 1950. Ça n'évolue pas. Et alors, on peut se demander deux choses. Est-ce que finalement, toute cette violence était nécessaire? Ne pouvait-on pas voir un véritable communisme sans toute cette répression voir le jour? Et pourquoi est-ce que cette économie, pourtant planifiée, centrale, ne fonctionne pas? Eh bien pour Solzhenitsyn, la réponse elle est simple et on va voir que Solzhenitsyn est très inspiré dans ses analyses que je partage, je trouve qu'elles sont très bonnes. En fait, on trouve deux types de prisonniers dans les camps. On trouve les condamnés de droit commun, donc ça va être les criminels et les voleurs, et puis les ennemis politiques, condamnés par l'article 58. C'est pour ça qu'on les appelle les 58, ou on les appelle encore les ZEK, les Zeka, c'est les prisonniers politiques. L'idée, c'est que dans le collectivisme, on réduit les inégalités, et donc si tout le monde a le même salaire, pourquoi irais-je faire un métier pénible à fabriquer des chemins de fer dans le froid de la toundra? Dire, moi je préfère, comme tout le monde, être au chaud dans un bureau, donc pourquoi j'irais faire ça? Sauf que le pays, il a toujours besoin de charbon, il a toujours besoin de trains, il a toujours besoin du bois de Sibérie. Donc qui va le faire de façon volontaire pour la grandeur du socialisme et la solidarité des peuples? Apparemment, personne voulait le faire. Alors au début, on y a envoyé les criminels, puis après on a inversé la logique. En fait, ce fut les nécessités de l'État qui modulait le nombre de prisonniers et la durée des peines. C'est-à-dire que vous planifiez la quantité de ressources qu'il vous faut et vous calculez le nombre de prisonniers nécessaires à la récupération de ces ressources et surtout la durée pendant laquelle ils vont devoir travailler de façon forcée. Et ça modulait le système judiciaire. C'est-à-dire que derrière, le pouvoir central envoyé aux tribunaux, eh bien, il me faut 5000 criminels cette année. Donc en fait, on s'en foutait qu'il y avait réellement 5000 personnes qui avaient fait un crime ou pas. C'est-à-dire, indépendamment de ça, il fallait trouver 5000 prisonniers. Donc on avait inversé la logique, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a commencé à inventer en fait des opposants politiques, des fascistes, des bourgeois, des traîtres. Faut savoir que peu après la prise de pouvoir des bolcheviks, les premiers traîtres qui étaient envoyés, c'était justement les anciens membres des soviets, donc anarchistes, socialistes, mencheviks, tout ça, ils sont partis crever dans les camps. Donc tout le monde s'y est mis, je vous l'ai dit, c'est ça qui est magnifique avec le système soviétique, c'est que il met en place un monde de délation et de paranoïa. Je vous l'ai dit, il faut sacrifier des vies humaines. Vous devez les envoyer. Parce que si vous les envoyez pas mourir, peut-être que ce sera vous. Donc tout le monde met la main à la pâte dans la délation. Si vous ne vendez pas un citoyen à sacrifier dans un camp, ce sera peut-être vous. Et si vous en envoyez un,
au moins ça vous assurera de survivre jusqu'au lendemain, vous allez pouvoir en envoyer un autre. Donc il y a une participation active à la délation de la part de la population. Donc c'est un monde horrible, mais vous allez voir comment ils en sont arrivés là. Il y a un article de loi en fait qui met en évidence que la non-délation est un crime. Donc si vous balancez pas déjà, juste vous êtes bon pour le camp. Ce système va nécessairement induire une quantité de prisonniers absolument stratosphérique, on vous l'a dit, au milieu des années 30, on était à 2 millions de personnes. Donc, nécessairement, pour encadrer tous ces prisonniers, il faut aussi des gardiens, des fonctionnaires avec un fusil, sauf qu'il faut les nourrir, ces fonctionnaires, il faut les payer. Donc, il faut encore plus de main-d'œuvre pour pouvoir payer, générer suffisamment de ressources pour en plus les fonctionnaires. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Alors, je cite Solzhenitsyn. « Nous avons déjà compris que les camps étaient loin de rassembler les seuls hétérodoxes. Ceux-là seulement qui s'écartaient de la voie grégaire arrêtée par Staline. » Donc là, il parle des criminels, des marginaux, etc., des criminels, les voleurs. Le recrutement dépassait manifestement les besoins politiques, les besoins de la terreur. Ce n'est pas le nombre des criminels réels, ou même des personnes douteuses, entre guillemets, qui a déterminé l'activité des tribunaux. Ce sont les exigences des directions d'exploitation. Alors, personne douteuse, ça vient de Lénine, parce que souvent les gens, les idiots, souvent ils disent que finalement toute cette activité de répression vient surtout de Staline, mais que voilà, le projet marxiste-léniniste était pur auparavant. En fait, c'est complètement faux. Dès la prise du pouvoir par les bolcheviks, Lénine prévoit déjà et lance déjà les premiers goulags où il envoie justement, c'est lui qui parle de ça dans ses courriers, des personnes douteuses. Donc c'est même pas des gens qui sont vraiment coupables, dont on a un doute. Et finalement, du coup, c'est l'activité des tribunaux. L'activité des tribunaux est modulée en fonction de la direction d'exploitation. Dès le début du Biélomor Canal se fit sentir la pénurie des zèques solovkiens. Il est apparu que 3 ans, pour les 58, était un temps de peine trop bref, non rentable. Il fallait les condamner du premier coup à 2 plans quinquennaux. Ça, c'est un joli mot pour dire qu'on les fout au trou pendant 10 ans. Ce en quoi les camps allaient se révéler économiquement avantageux avait été déjà prédit en son temps par Thomas More, l'ancêtre du socialisme dans son utopie. Les travaux humiliants et particulièrement pénibles, ceux dont personne n'allait vouloir sous le socialisme, voilà à quoi s'est révélé bon le labeur des zèques. Le travail dans des contrées reculées et sauvages où on pourrait laisser passer bien des années avant de construire logements, écoles, hôpitaux et magasins. Le travail au pic et à la pelle en plein XXe siècle, l'édification de grands chantiers du socialisme alors que les moyens économiques n'en étaient pas encore réunis. Qui, sinon les détenus, travaillerait à l'abattage d'arbres des 10 heures durant, ayant encore à parcourir dans l'obscurité du petit matin 7 km pour atteindre la forêt, et autant pour en revenir le soir par 30 degrés en dessous de zéro. Et en fait, à force de délation, la société soviétique s'est transformée en une vie paranoïaque complète, partagée par tous les citoyens. Comme tous les prétextes sont bons pour vous envoyer dans des camps, vous deviez sans cesse faire attention à ce que vous disiez. Et vous deviez sans cesse mentir. Personne dans le monde soviétique ne dit ce qu'il pense. Et c'est notamment l'un des éléments qui empêche les citoyens de l'Empire soviétique de faire union et de se rebeller contre le pouvoir. Ils ne peuvent pas faire de rébellion. Vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance. Tout le monde est prêt à vous vendre pour pouvoir vivre un nouveau jour. Et en fait, certains zèques sont arrivés dans des camps juste parce que les enfants ont dit à l'école qu'ils faisaient la prière à table avant de manger. Donc vous pouviez même pas faire confiance à vos propres enfants. Fallait prier en cachette jusqu'à ce que les gosses soient suffisamment grands pour cacher un secret. Donc fallait éduquer en plus vos enfants à mentir, jamais dire ce qu'ils pensent. C'est ça la vie d'un citoyen dans l'Union soviétique. Alors évidemment vous vous dites, Anthony, c'est une société clownesque que tu nous décris. Comment des gens aussi rustres, aussi durs, aussi forts que les Slaves, que voilà des Ukrainiens, des Polonais, des Russes, comment ils peuvent accepter une folie pareille? C'est pas eux que tu leur fais. De façon amusante, pour Solzhenitsyn, il n'a fallu que 20 ans pour transformer le peuple qui a vaincu Napoléon en une population domestiquée et apeurée.
Comme quoi, puisque vous avez raison, ce sont des gens durs, mais en fait, comme tout le monde, ils ont leurs limites. Alors c'est quoi le secret pour arriver à un tel miracle ? Comment on fait pour transformer ces gens-là en serpillères ? Le russe, l'ukrainien, le polonais, quand tu lui dis qu'il va prendre 20 ans de goulag, tu peux très bien t'imaginer qu'il te fait un doigt d'honneur. Mais quand tu lui dis que s'il ne balance pas au moins 10 de ses potes, eh ben ce sera le même tarif pour sa femme, pour sa fille, pour ses vieux parents, pour ses cousins, pour sa cousine. Et là, même le slave y craque. Je cite Solzhenitsyn. « Oh, il arrive qu'une toute petite pression suffise, on convoque un petit AG, donc ça c'est le nom de quelqu'un, dont on sait bien que pour le caractère c'est une nouille, et tout de suite, dressez la liste de toutes les personnes qui ont des sentiments anti-soviétiques parmi vos relations. Il s'affole, il se tortille. Je n'ai pas de certitude. Il n'a pas bondi, il n'a pas tapé du poing en criant « Comment osez-vous » ? Ah, vous n'avez pas de certitude ? Eh bien dans ce cas, dressez donc la liste des gens dont vous vous portez garant qu'ils sont des soviétiques à 100%. Mais vous vous en portez garant, attention. Si vous donnez une attestation mensongère, ne fût-ce que sur un seul d'entre eux, vous serez pris immédiatement, vous aussi. Pourquoi donc n'écrivez-vous pas ? Je ne peux pas me porter garant. Ah, vous ne pouvez pas. Par conséquent, vous savez qu'ils sont anti-soviétiques. Eh bien, indiquez donc les gens de qui vous savez ça. Et il transpire, et il se trémousse, et il se torture, ce bon et honnête Lapereau d'Agé. La pierre est autrement dure que l'homme, et pourtant, elles aussi se laissent casser. Voilà, passage de Solzhenitsyn qui explique en partie que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous devez balancer. Ils ont des rhétoriques qui font que c'est impossible de s'en sortir. Qui que vous soyez, vous céderez. Et ça, c'est sans parler évidemment des méthodes. Il y a les coups, il y a la privation de sommeil, il y a la torture, il y a les insultes. Ils vous gardent dans leur commissariat à vous humilier, à vous torturer aussi longtemps qu'ils le veulent. En Union soviétique, les gardes à vue, il n'y a pas de limite. Ça peut durer des mois. On vous fait dormir où, vous croyez ? Dans des petites pièces de 80 cm humides où vous ne pouvez pas vous allonger. Tout est étudié pour que vous craquiez. On fait signer à n'importe qui des documents admettant leur culpabilité ainsi que celle de leurs compagnons dans des organisations anti-soviétiques qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé. Mais la vérité n'a pas d'importance dans ce monde. Ça n'a pas d'importance. On veut envoyer des gens alimenter la machine. Peu importe le motif. Et comme c'est le monde de l'arbitraire où la responsabilité est diluée dans l'institution, où vous prenez ce qu'on appelle des peines administratives. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne savez pas ce que c'est. C'est dilué dans l'institution, c'est toujours caché derrière des termes technico-administratifs qui ne veulent rien dire. Et en fait, très rapidement, les Russes et tous les peuples qui vivent dans ces contrées comprennent que quand votre cousin disparaît, il vaut mieux ne pas chercher à savoir où il est passé. Vous savez très bien où il est passé. Mais si vous cherchez un peu trop, peut-être que vous irez le voir vous aussi. Et donc quand votre voisine dit « Andreï, il est où? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu », eh bien il faut mentir. « Andreï? Ah, mais il est parti en colonie de vacances. » Voilà. Au moins, il n'y a pas de problème. Et Andreï, peut-être qu'il reviendra dans 2 ans, peut-être pas. Mais en tout cas, vous, votre famille, votre femme, vos enfants, au moins, sur l'affaire de Andreï, qui est votre cousin, eh ben vous serez pas pris. Alors une fois qu'on a mis du slave en miettes, qu'on a brisé sa grande gueule blonde avec ses yeux bleus rebelles, qu'est-ce qu'on peut faire de lui ? Lui qui, entre 2 gorgées de vodka, se glorifiait d'avoir cassé du français, d'avoir posé l'orage d'acier sur les Allemands. Comment, maintenant qu'on lui a mis la laisse, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Eh ben, je vais lire le passage le plus fou du livre de Solzhenitsyn, et je vous rappellerai une nouvelle fois que si en 20 ans on peut faire ça à des Russes, vous inquiétez pas, il en faudrait pas plus pour des Français. Une conférence du parti, au niveau du rayon, dans la région de Moscou. Elle est présidée par le nouveau secrétaire du comité du rayon, remplaçant celui qui vient d'être coffré. À la fin de la conférence, adoption d'une motion de fidèle dévouement au camarade Staline. Bien entendu, tous se lèvent. De même que, tout au long de la conférence, tout le monde a bondi de son siège à chaque mention de son nom. Une tempête d'applaudissements se transforme en ovation, éclate dans la petite salle. Pendant 3, 4, 5 minutes,
Elle continue à faire rage, à se transformer en ovation, mais déjà les paumes commencent à être douloureuses, déjà les bras levés s'engourdissent, déjà les hommes d'un certain âge s'essoufflent. Et même ceux qui adulent sincèrement Staline commencent à trouver cela d'une insupportable stupidité. Cependant, qui osera s'arrêter le premier ? Car entre les murs, parmi ces gens, tous debout et qui applaudissent, il y a des membres du NKVD, l'œil aux aguets. Voyons voir qui cessera le premier. Et dans cette petite salle perdue pour le chef, les applaudissements se prolongent pendant 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Ils sont flambés, ils sont fichus. Maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils doivent continuer jusqu'à la crise cardiaque. Le directeur de la fabrique de papier local, homme solide et indépendant, y est justement sur l'estrade et tout en comprenant à quel point la situation est fausse et sans issue, il applaudit. Pour la 9e minute consécutive, pour la 10e minute. Il lance un regard de détresse au secrétaire du comité du rayon qui, celui-ci, n'ose pas s'arrêter. C'est de la folie collective. À la 11e minute, le directeur de la fabrique de papier prend l'air de quelqu'un qui a du travail et se rassit à la table de présidence. Et alors, ô miracle, où est donc passé l'indescriptible et irrésistible enthousiasme général ? Tous s'arrêtent comme un seul homme, au même claquement de main et se rassient à leur tour. Sauvés. L'écureuil a eu l'idée de sauter hors de la roue. Seulement, c'est de cette façon justement que l'on repère les esprits indépendants. De cette façon-là justement qu'on les extirpe. La nuit même, le directeur de la fabrique est arrêté. On n'a aucun mal à lui coller 10 ans pour tout autre motif. Mais après la signature du 206, procès verbal final de l'instruction, le commissaire instructeur lui rappelle « Et ne soyez jamais le premier à vous arrêter d'applaudir. » Mais que le faire ? Il faut bien quand même s'arrêter un jour, non ? Voilà comment on pratique de la sélection selon Darwin, comment on vient à bout des gens par la bêtise. Donc voilà, pour tous ceux qui disaient « Oh mais putain, on nous a confinés, on est vraiment du bétail, on est vraiment des moutons, ce serait pas arrivé chez les Russes, ils ont des grosses couilles. » Oui bah vous inquiétez pas, chez les Russes on les faisait applaudir pendant 20 minutes comme des Mongols et ils disaient rien. Donc y a pas de problème. Donc on va rentrer dans le chapitre le soviétique est finalement en dessous de l'esclave. Comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, dans la propagande nazie, ils voyaient le peuple allemand comme un peuple d'hommes libres qui n'avaient pas besoin de l'État. Des gens qui vivaient de leur propre force, qui allaient produire la nourriture, qui allaient se défendre avec leurs armes, qui faisaient une famille, qui étaient des gens responsables. Et voilà, ceux qui ont besoin de l'État, d'un État fort qui les commande à la baguette, c'est les peuples d'esclaves comme les peuples soviétiques. Bah, en fait, la vérité est encore en dessous de la propagande nazie, c'est-à-dire que le soviétique est en dessous de l'esclave. C'est une analyse de Solzhenitsyn que je trouve extrêmement intéressante, c'est que finalement les zèques, les prisonniers des goulags, sont inférieurs aux esclaves de l'Antiquité, dans le sens que, après tout, les esclaves de l'Antiquité étaient autrefois achetés par des hommes libres. Donc en fait, certes, c'était des objets, mais ils avaient de la valeur puisqu'on a payé pour les avoir. Par exemple, c'est l'équivalent d'une voiture. Quand vous achetez une voiture, c'est pas parce que c'est un objet qui n'a pas de droit que vous allez la jeter dans le décor et voilà, vous en foutre. Bah non, vous avez payé le prix fort, donc en fait, vous voulez vous en servir le plus longtemps possible, donc vous êtes quelque part obligé d'en prendre soin. Vous pouvez pas juste la garer comme ça au milieu de la route et vous en foutre, la rayer de partout. Non. Ça vous a coûté de l'argent, faut le rentabiliser. Et en fait, finalement, un esclave qu'on achète, c'est de la même façon, ça a coûté de l'argent à l'homme libre. Donc l'homme libre, il veut le rentabiliser, cet achat. Donc il va être obligé d'en prendre un minimum soin, lui trouver un endroit où dormir, lui donner à manger, le soigner si ça coûte pas trop cher, etc. Eh bien, en fait, pour un zèque, on peut pas bénéficier de cette même valeur, puisqu'il a été acquis de façon gratuite.
Ce qui veut dire que on peut le détruire à souhait dans un camp sans aucune conséquence ni répercussion. On peut faire un maximum d'économies sur la nourriture, sur le repos, sur le chauffage, sur l'eau, sur l'hygiène, sur le soin. On peut tout économiser avec le ZEC, le priver de tout. Car s'il disparaît, ce sera sans importance. Il y a un flux continu de ZEC qui viennent alimenter la machine et qui viennent de tous les coins du pays, par avion, par bateau, à pied, à cheval, pour alimenter l'archipel du Goulag. Donc on peut tous les sacrifier à souhait. C'est comme ça que fonctionne le système soviétique. Je cite. Les camps étaient exceptionnellement avantageux de par la docilité du travail servile et de par son bon marché. Non, pas même en raison de son bon marché, en raison de sa gratuité, car pour acheter un esclave dans l'Antiquité, on déboursait tout de même de l'argent. Pour acheter un détenu des camps, personne ne payait. Ou bien la construction avant la guerre d'une autre voie ferrée, Kotlas-Vorkuta, sous chaque traverse de laquelle il est bien resté de tête. Que dis-je, d'une voie ferrée, pour raconter la construction avant elle d'une simple route de rondins à travers une forêt impénétrable, œuvre de mains frêles, de haches émoussées et de soldats bons à rien. Et qui donc l'aurait fait s'il n'y avait pas eu les détenus? Comment prétendre que les camps n'étaient pas avantageux? Dans les conférences de camps de l'arrière-guerre, les propriétaires industriels ont même été jusqu'à le reconnaître. Les ZEC ont joué un grand rôle dans le travail de l'arrière dans la victoire. Mais là où gisent leurs ossements, jamais une plaque de marbre ne portera leurs noms oubliés. Ce qui est extraordinaire, c'est que une fois que vous avez saisi que les ZEC n'ont pas de valeur, ce qui est triste à réaliser quand vous êtes vous-même un ZEC, c'est quelque chose d'horrible. Vous êtes dans un camp avec vos camarades et vous vous dites quand est-ce que cela aura une fin? Vous n'avez aucune garantie parce que vous réalisez vous-même que votre vie n'a aucune valeur. Il y a une rationalisation en fait dans le traitement des ZEC. Rationalisation dans leur traitement comme des moins que rien, à un niveau qui est extrême, du jamais vu, notamment sur l'eau et les toilettes. Je cite. Naturellement, ce n'est pas pour tourmenter le détenu qu'on ne lui donne rien à boire après le hareng, ni eau chaude, cela jamais, ni même de l'eau fraîche. Il faut comprendre les choses. Le personnel d'escorte est en nombre limité. Les uns sont en faction dans le couloir, montent la garde dans l'entrée du wagon, descendent aux arrêts pour ramper entre les bogies et grimper sur le toit afin de s'assurer qu'aucun trou n'a été percé. Les autres nettoient leurs armes. Il faut bien trouver le temps encore de leur donner des cours d'instruction politique et de leur faire piocher le manuel du combattant. Et pendant ce temps, la troisième équipe dort. Elle a le droit à ses 8 heures de sommeil. La guerre n'est-elle pas finie? Autre chose, transporter des seaux d'eau, ça fait loin. Et puis tout de même, vexant. Pourquoi les guerriers soviétiques devrait-il coltiner de l'eau comme un mulet pour les ennemis du peuple? Mais tout cela, les hommes d'escorte le supporteraient encore, et de coltiner de l'eau et de donner à boire si ces cochons de détenus, une fois gorgés d'eau, ne demandaient pas ensuite à se soulager. Il faut voir la réalité. Si on ne leur donne pas d'eau pendant 24 heures, ils ne demandent pas à aller faire leurs besoins. Donnez-leur à boire une fois, ils voudront y aller une fois. Vous les prenez en pitié une deuxième fois à boire, une deuxième fois les besoins. C'est vite calculé. Tout compte fait, ne pas leur donner à boire. Si on est si regardant sur les besoins, ce n'est pas qu'on plaigne les cabinets, non. C'est que les besoins sont une opération responsable, voire une opération de combat qui mobilise, pour un bon bout de temps, un caporal et 2 soldats. Il faut poster 2 factionnaires, le premier à la porte des cabinets, le second à l'autre bout du couloir. Quant au caporal, il doit passer son temps à tirer et à pousser la porte du compartiment. Ensuite pour faire rentrer celui qui est de retour. Ensuite pour faire sortir le suivant. Le règlement permet de n'en laisser sortir qu'un seul à la fois pour éviter qu'ils ne se précipitent tous ensemble et qu'il y ait comme un début d'émeute. Ainsi, l'homme qui va se soulager immobilise-t-il les 30 détenus de son compartiment et les 120 de l'ensemble du wagon, plus le détachement de surveillance. Le caporal et le soldat le talonnent. « Allez, allez, plus vite !» Et il se dépêche et trébuche comme s'il était en train de voler à l'état la lunette des cabinets. Même à un rythme aussi rapide, les besoins de 120 personnes exigent plus de 2 heures. Plus du quart des heures de service des 3 membres de l'escorte. Conclusion, qu'ils fassent le moins possible. Autrement dit, donner le moins d'eau possible. Et de nourriture aussi. Moins d'eau donc. Mais continuons de distribuer le hareng réglementaire. Ne pas donner d'eau est une mesure rationnelle. Ne pas donner de hareng serait une faute grave professionnelle.
Personne ne s'est donné pour but de nous tourmenter. La façon d'agir de l'escorte est parfaitement raisonnable. Et ça, c'est vrai, une fois qu'il a énoncé la logique derrière, on se dit, en fait, il y a une rationalisation de les priver de confort et notamment de les faire boire, parce que sinon, ils iraient tout le temps aux toilettes. Et comme leur vie n'a pas d'importance, vous n'êtes pas obligé de leur donner ce bon plaisir. C'est beaucoup plus facile pour le fonctionnement du camp. Alors de façon intéressante, malgré la gratuité absolue de la main-d'œuvre, le goulag ne sera jamais rentable. Plusieurs choses ont rendu cette entreprise complètement inefficace. La plus évidente, c'est la motivation des travailleurs. Pourquoi se bouger le cul ? Dans le monde capitaliste, les gens se bougent le cul parce qu'ils ont de l'argent en échange. Mais là, ça sert à... Vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez pour l'État. Ça sert à quoi ? On s'en fout. Autant essayer de faire le tir au flanc au maximum par de multiples subterfuges, notamment en cassant le matériel. Et même les gardiens, les hommes libres, sont finalement en fait des semi-prisonniers puisqu'ils sont là malgré eux. Solzhenitsyn, en fait, il parle de l'archipel des goulags parce qu'en fait, il voit des multitudes de camps qui sont isolés dans des lieux désertiques, tels des îles d'un archipel. Et quand vous êtes gardien, en fait, vous n'avez pas le choix d'être là avec votre famille et à vivre dans des conditions pitoyables. Et donc, quand vous le pouvez, vous vous servez sur le travail des zèques. Et témoignages où... des prisonniers qui travaillaient dans les camps de menuiserie avaient des laissez-passer parce qu'en fait, ils fournissaient des meubles qui normalement devaient revenir à l'État. En fait, les gardiens se servaient. Et en échange, ils leur faisaient passer de la nourriture. Donc en fait, vous avez tout un ensemble, il y a un microcosme qui vit autour de ces goulags où les personnels se serrent sur le travail des zèques. Et donc en fait ça devenait rapidement une espèce de mafia où on revendait les objets manufacturés sous le manteau à des échelons toujours plus hauts de la société soviétique. C'est-à-dire que c'est pas juste les petits gardes. Les petits gardes participent, mais l'officier supérieur prend sa part et l'officier encore au-dessus prend sa part, etc., etc. Donc il y a un gradient comme ça où toute la société vit sur le travail des plus faibles. Donc je cite... Mais on eut beau s'échiner, ruer les quatre fers, se briser les ongles contre les rochers, corriger jusqu'à 20 fois les bordereaux de réalisation du plan, les gommer et les regommer jusqu'à ce qu'il y ait des trous, l'archipel n'a pas connu l'autocouverture des frais et ne la connaîtra jamais. En voici les causes. La première essentielle est l'inconsistance des détenus, l'incurie de ces esclaves obtus. Non seulement on n'arrive pas à obtenir d'eux l'abnégation socialiste, mais ils ne manifestent même pas la simple application capitaliste. Ils n'ont qu'un seul souci en tête, trouver le moyen d'esquinter leurs chaussures pour ne pas aller au travail, détériorer le treuil, fausser une roue, casser une pelle, noyer un seau, rien que pour trouver un prétexte à rester dans un coin et fumer un peu. Partout les négligences, partout les erreurs. Les briques peuvent être brisées à la main, la peinture s'écaille sur les panneaux, le crépi se détache, les poteaux s'écroulent, les tables s'ébranlent, les pieds sautent, les poignets vous restent dans la main. Dans les années 50, on vient de livrer au Steplag une turbine suédoise dernier modèle. Elle est arrivée emballée dans une cage de rondins, on dirait une vraie petite isba. C'est l'hiver, il fait froid, et aussi ces maudits secs s'introduisent-ils dans cette cage entre les rondins et la turbine. Ils y font du feu pour se réchauffer, la soudure d'argent des pales se met à fondre, la turbine est jetée aux orties, elle avait coûté 3 700 000. Elle est belle l'autonomie financière. Alors pour illustrer aussi que tout le monde se sert sur les biens collectifs et qu'en fait c'est juste une mafia géante, on dirait que les citoyens libres, eux non plus, n'ont besoin de rien, on dirait qu'ils construisent pas pour eux, mais pour le compte d'un type étranger, et de surcroît, ils volent puissamment tout ce qu'il y a de puissamment. On édifiait une maison d'habitation et les Pékins avaient fauché plusieurs baignoires. Or, il en avait été débloqué autant qu'on comptait d'appartements. Comment faire pour livrer la maison ? Le conducteur de travaux, bien entendu, ne saurait avouer. Il fait visiter solennellement à la commission de réception la première cage d'escalier. Il ne manque pas d'entrer dans chaque salle de bain et de faire voir chaque baignoire. Ensuite, il conduit la commission dans la deuxième cage, puis dans la troisième, en prenant son temps. Il continue d'entrer dans chaque salle de bain et, entre-temps, les zèques dégourdis et bien entraînés sous la direction d'un dizainier expérimenté de l'équipement sanitaire, démonte les baignoires des appartements de la cage numéro 1, les traîne par le grenier sur la pointe des pieds jusqu'à la cage numéro 4, où on les met en place et les scelle d'urgence avant l'arrivée de la commission.
un gag à monter dans un film comique, mais on ne laisserait pas passer. Ça, c'est très drôle parce qu'en gros, ils livrent des habitations où il y a un nombre de baignoires qui est affecté pour chaque habitation. Et en fait, il y a la commission de réception qui vérifie. Et donc, ils montrent l'habitation numéro 1, vous voyez, voici la baignoire. Ils vont à la 2, et le temps qu'ils sont à la 2, en fait, il y a des ecs en secret qui démontent la baignoire numéro 1 pour la mettre au numéro 3. Et pour que la commission, à chaque fois, soit là, ah oui, c'est bien, il y a une salle de bain avec une baignoire. Alors qu'en fait, genre, sur les 10 appartements, il y a plus que 2 baignoires, quoi. Tous les autres ont été volés par le personnel. C'est n'importe quoi. Alors ça, c'est très drôle parce que vous savez comment on fait pour avoir une voiture, une automobile quand vous êtes un citoyen soviétique? Il y a deux moyens. Soit vous économisez très longtemps et c'est super cher et vous avez une automobile, et soit il y a une liste qui est gratuite, parce que les choses sont gratuites en URSS. Vous mettez sur une liste et vous dites, voilà, je suis Anthony, j'attends mon automobile. Et en fait, là, vous pouviez attendre genre 200 000 ans parce que, comme tout le monde se sert, il n'y a rien qui est produit. Il y a rien qui est produit massivement de façon efficace. Donc, vous pouviez toujours attendre Mathusalem avant qu'il y ait une automobile qui vous soit livrée, quoi. Alors que les Américains, ils s'en foutaient, ils payaient cash et ils prenaient leur voiture, quoi. D'ailleurs, pour justement illustrer la différence de rendement entre le collectif et le privé. Donc avec la collectivisation des campagnes, ceux qui travaillent maintenant dans ces camps agricoles étaient nommés des kolkhosiens, parce que justement ces camps de travail agricole, c'était les kolkhozes. Et donc le pouvoir central, en fait, leur laissait un petit terrain privé pour travailler et faire ce qu'ils veulent dessus. Donc on va voir la différence. En réalité, le kolkhozien ne survit que grâce aux petits lopins, inférieurs à 1 demi-hectare que l'État l'autorise à conserver. En 1938, ces lopins, 3,9% de la surface ensemencée du pays, fournissaient 45% de la production agricole totale. Vous avez 3,9% de la surface ensemencée qui donne la moitié de la production agricole. Je veux dire, quand vous connaissez cette donnée, si vous êtes encore un collectiviste, vous êtes un attardé mental. Là, c'est une question de QI pour le coup derrière. On ne peut plus rien pour vous. Il y a quelque chose qui est horrible dans le monde soviétique, c'est que fondamentalement, c'est un monde immoral, puisque parmi les prisonniers, je vous l'ai dit, vous avez les prisonniers de droit commun, qui sont des gens qui ont été jugés parce que ce sont des voleurs et des criminels. Et puis vous avez les prisonniers politiques, les 58. Et en fait, de façon intéressante, comme le monde soviétique vise à réduire les inégalités et a quand même besoin que les gens fassent un travail pénible, on va utiliser de la force pour cela. Et en usant de la force, nécessairement, des individus voudront s'opposer à votre répression et voudront donc faire tomber votre système qui réduit les inégalités. Donc pour se maintenir, il faut établir des priorités. Qui sont les gens les plus dangereux pour le monde soviétique contre le peuple? Eh ben, est-ce que c'est les criminels, les voleurs, les pédophiles, ou est-ce que ce sont les opposants politiques? Alors naturellement, ce sont les opposants politiques. On va donc donner plus de droits aux criminels qu'aux opposants politiques dans ces camps. Et en fait, on va même se servir des criminels comme capots. Tu vois, on leur donne un petit gilet avec une matraque et plus de nourriture. Eux, ils ont les douches chaudes, pendant que les opposants politiques, on les garde pour les travaux les plus pénibles, ainsi que on leur laisse les douches froides. Et en fait, du coup, les criminels permettent d'éviter dans les camps des révoltes, vu qu'ils participent activement finalement au fonctionnement du camp en faisant ce travail de capot et de surveillant. Et ça, c'est intéressant, justement. Parce que quand on pense à la réduction des inégalités et au collectivisme, on a la sensation que c'est bien, et on va y revenir plus tard, que c'est moral. On ne réfléchit généralement pas suffisamment pour comprendre que mécaniquement, cela entraînera une société autoritaire qui va sélectionner des criminels et des gens les plus stupides de la société pour leur donner du pouvoir et mettre en esclavage justement les gens intelligents. Ça, c'est un truc que Solzhenitsyn met vraiment en avant. Spécifique de tous les chefs de camp est le sens du domaine. Ils comprennent leur camp non pas comme un élément d'un certain système étatisé, mais comme un domaine qui leur a été donné sans partage pour le temps qu'ils resteront en fonction. Et vraiment, les chefs de camp, c'est leur petit royaume. D'où leur arbitraire s'exerçant sur les vies et sur les personnes, d'où leur assaut de vantardise. Un chef de camp à Kenguir. « Moi j'ai un professeur de faculté qui travaille au bain. » Mais le chef d'un autre camp, capitaine Starnikov, lui coupe tous les effets. « Moi j'ai un académicien qui fait la garde-baraque, il porte les tinettes. »
Donc les deux chefs de camp, ils se battent. Moi j'ai un ingénieur, moi j'ai un médecin, moi j'ai un académicien. J'ai des mecs stylés qui lavent des chiottes. C'est super. Avidité, cupidité chez les cadres des camps, c'est le fait le plus universel. Tout le monde n'est pas obtus, tout le monde ne joue pas les tyrans, mais l'enrichissement aux dépens du travail gratuit des zèques et aux frais de la princesse est le fait de tout le monde. Non seulement je n'ai moi-même jamais vu, mais aucun de mes amis n'a pu se rappeler d'un seul cadre de camp désintéressé et aucun des zèques qui m'écrivent n'en a non plus cité un. Dans leur soif toujours plus grande de rapine, aucun des innombrables avantages et privilèges légaux ne peut les rassasier. Ni la haute paix, avec double ou triple supplément pour vie polaire, pour éloignement, pour risque, ni les primes, ni un mode de calcul exceptionnellement avantageux de l'ancienneté. Déjà au Solovki, les chefs avaient commencé à s'approprier du personnel choisi dans les rangs des détenus. Cuisinières, blanchisseuses, palefreniers, fendeurs de bois. Depuis lors, jamais cette avantageuse pratique n'est tombée en désuétude, ni n'a été interdite d'en haut. Et les cadres des camps s'attribuaient également des vachères, des jardinières et des précepteurs pour leurs enfants. Pas par verre, mais par seau et par sac. Quiconque avait la possibilité de manger et de boire aux dépens de la ration des détenus le faisait immanquablement. Alors pourquoi je dis que l'URSS est une idiocratie et que le parti central est un parti d'abrutis? Parce que fondamentalement, c'est ce que je crois en fait. C'est que les zèques étaient... il y avait une surreprésentation de gens éduqués parmi les zèques et une surreprésentation de gens stupides, alcooliques, sous-éduqués parmi les cadres du parti et les gardiens. Donc ça, c'est une citation de Nicolas Werth dans le livre Le siècle des dictateurs. Et c'est pour ça que vous allez voir que je dis qu'en fait, le Parti communiste évolue de façon inverse proportionnelle au NSDAP. Et on peut voir quasiment une nuit des longs couteaux à l'envers, vous allez voir. On le voit, deux derniers éléments jouent ici en faveur de Staline, l'évolution de la composition du parti et la maîtrise des mécanismes et des structures de contrôle et d'autorité en son sein. Entre 1924 et 1929, ces 5 années décisives pour la montée de Staline, la composition sociologique des communistes se modifie considérablement. 10 ans après la révolution d'octobre, le parti compte environ 1 300 000 membres et stagiaires. Tandis que le nombre des bolcheviks d'origine, pour l'essentiel issus de l'intelligentsia déclassée et de la petite et moyenne bourgeoisie, a fondu, notamment à cause de l'hécatombe de la guerre civile. Donc tous les gens intelligents sont morts pendant la guerre civile. Ils ne sont plus que 8000 en 1927. On assiste à un phénomène de plébéianisation, ce qui ne signifie pas pour autant une authentique prolétarisation. Ben non, c'est pas forcément des prolétaires, par contre c'est des trous du cul. Malgré les campagnes massives de recrutement d'ouvriers, promotion Lénine en 1924, promotion d'octobre en 1927, ceci représentait moins d'un tiers des communistes. 70% d'entre eux occupent un emploi non manuel, le plus souvent peu qualifié, dans l'immense appareil bureaucratique en cours d'édification. C'est vraiment l'État français, quoi. On y fout des légions et des légions et des légions de teubés qui font un travail de petites mains dans une administration qui gonfle de façon inefficace et artificielle. Autre caractéristique de ce parti en pleine mutation, sa jeunesse. 85% des communistes ont moins de 35 ans en 1929. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à manipuler et à idéologiser les jeunes. La faible expérience politique de ces cadres. Moins de 2% des secrétaires de cellules ont adhéré au parti avant 1918. Le faible niveau d'éducation de ses membres, 1% seulement, ont un diplôme d'enseignement supérieur. Ça, je vais le répéter parce que c'est très important. Le faible niveau d'éducation de ses membres, 1% seulement, ont un diplôme d'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment à l'opposé de ce que fut le NSDAP avec justement au début les Stormabteilung, les SA, qui étaient des Google ouvriéristes et qui ont été petit à petit remplacés dans la hiérarchie par des bourgeois de l'université qui composaient la Schutzstaffel.
Ces chiffres globaux contrastent fortement avec ce que l'on sait des communistes ayant suivi l'opposition trotskiste en 1926 et 1927. Ils sont un peu moins de 10 000 et pour la plupart vont être exclus lors de la grande campagne de purge de 1929. Ceux-ci sont à l'inverse bien plus éduqués que la moyenne, on y compte beaucoup d'intellectuels et d'étudiants, le faible niveau politique des membres du parti qui, à la différence des vieux bolcheviks, n'ont jamais lu aucun classique du marxisme, tout au plus des opuscules de vulgarisation comme les bases du léninisme de Staline, sert de justification à l'encadrement idéologique de plus en plus strict des organisations de base par les comités de district et de province. Donc en fait c'est ça en plus qui est amusant, c'est que non seulement les gens intelligents qui étaient là au début, ceux qui étaient issus de cette bourgeoisie, qui ont formé l'intelligentsia, sont morts pour la plupart pendant la guerre civile, mais en plus ceux qui restaient, les gens qui ont un cerveau et qui faisaient partie plutôt du camp des trotskistes, ont été chassés. Donc vous avez vraiment une nuit des longs couteaux à l'envers, c'est-à-dire que l'élite aristocratique est chassée par les débiles mentaux. Donc c'est un système politique qui a quand même rançonné les parties les plus productives et les plus intelligentes de l'Europe de l'Est pour y redistribuer ses ressources justement à des franges les plus idiotes et les moins éduquées, donc leur donnant l'opportunité de pouvoir se reproduire évidemment. Donc j'ai pas de données pour appuyer mon hypothèse, mais moi je pense sincèrement que le système communiste a réduit durablement le QI moyen de ces populations et a vraiment retardé considérablement leur développement. Et c'est pas propre à l'URSS de s'en prendre aux intellectuels et de donner des fusils à des idiots. C'est typiquement quelque chose que vous pouvez retrouver justement dans la Chine de Mao. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour Solzhenitsyn, un pouvoir autocratique hyper violent, c'est la condition sine qua non pour l'existence du collectivisme. C'est pas à cause de Staline que le communisme n'est pas advenu, c'est grâce à Staline que le communisme a pu survivre aussi longtemps. C'est un système, je vous l'ai dit, qui sélectionne des hommes comme lui. Il y a un moment, si Xi Jinping, c'est le président de la Chine aujourd'hui, c'est pas non plus un hasard. Donc un homme comme Staline a véritablement été sélectionné par le système pour le faire perdurer. Du moment où il y a une déstalinisation du pouvoir avec une ouverture vers un communisme à visage humain, comme on dit, le régime soviétique en fait accélère sa chute. Donc le système était destiné à chuter dès le premier jour du fait qu'il ne survivait que par la mort de ses citoyens. Mais Staline a permis au moins de faire durer le cauchemar le plus longtemps possible. La mission fixée par ce régime était de diminuer les inégalités. Mission accomplie, Les anarchistes, les socialistes, les mencheviks, ils sont tous allés au goulag. Les commissaires, les cadres des partis qui ont organisé les purges, ils sont aussi allés au goulag. Donc ça a concerné tout le monde. La famine, le travail forcé, la torture, voilà, c'était le fardeau de tous. Ça, c'était du vrai collectivisme. Là-dessus, ils étaient tous à égalité. Le socialisme réel, je suis désolé, mais ça n'a pas à être, entre guillemets, il ne mentait pas, c'était du socialisme réel. Donc pour conclure un peu cette première partie, que ce soit pour Solzhenitsyn qui a rassemblé les témoignages de plus de 200 zèques de l'URSS, justement, l'Union soviétique, au début c'était de la merde, au milieu c'était de la merde, à la fin c'était de la merde. Après on pourrait se dire, oui mais les biaisés, c'est un ancien zèque, donc lui-même il avait cette vision-là, d'accord, mais pour Nicolas Werth, historien, qui a justement ce recul, qui est un scientifique qui observe cela d'un œil externe, qui a rassemblé des sources solides, l'URSS au début c'était de la merde, au milieu c'était de la merde, à la fin c'était de la merde. Donc de l'intérieur comme de l'extérieur, il y a vraiment un consensus sur la pertinence de ce régime. Le communisme est le McDo de la morale. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au fond, si on s'interroge, c'est quoi le communisme ? C'est la recherche du bonheur. Or le bonheur se trouve dans l'égalité. Donc le communisme est la recherche de l'égalité. Mais pourquoi l'égalité ? D'où nous vient cet instinct moral ? La morale, si vous vous intéressez aux travaux de psychologie évolutionniste, et je vous conseille l'ouvrage « Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal » de Stéphane Debove, on se rend compte que la morale a une origine biologique. Tout comme notre appétence pour le sucre, le sel et les acides gras saturés, la morale a été un moment un avantage évolutif. C'est la raison pour laquelle elle a été sélectionnée.
Et certains comportements moraux peuvent d'ailleurs être retrouvés chez nos cousins primates. Il y a une expérience très connue qui a été présentée dans un TEDx et je vous mettrai la référence en description et je vous invite fortement à aller voir, c'est très amusant. Mais pour vous faire simple, il y a l'anthropologue Franz de Waal qui met en scène justement cette expérience où 2 singes sont séparés dans des cages. Et on leur a donné des galets, des petits galets, des petites pierres. Donc ils peuvent échanger ces petites pierres aux expérimentateurs contre des concombres. Donc comprenant rapidement que les galets sont des monnaies d'échange, les singes s'empressent de donner aux scientifiques ces pierres pour recevoir de la nourriture. Puis soudain, l'expérimentateur va donner un délicieux raisin à l'un des 2 singes sous le regard de son congénère. Donc ce dernier tend alors un galet, en espérant recevoir du raisin, mais reçoit à la place un morceau de concombre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il s'énerve et se met à jeter le légume au visage du scientifique et se met à brutaliser la cage, fou de rage devant cette injustice. Donc véritablement, il y a un instinct moral. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Stéphane de Beauve précise dans son ouvrage que le résultat est similaire si la cage recevant le raisin est vide. Donc il y a à la fois de la jalousie, mais aussi de la frustration. Tant qu'il n'y avait pas ce raisin, finalement, le concombre, c'était un mets tout à fait acceptable. Mais dès lors que le raisin existe aux yeux du singe, le concombre devient sans saveur. Et rien n'a changé depuis. Ces singes ne meurent pourtant pas de faim, pas plus que vous. Alors pourquoi ressentez-vous de la frustration lorsque vous conduisez votre Clio et que vous croisez une Tesla ? Alors c'est amusant parce que très souvent, la morale, on a l'impression que c'est quelque chose de réfléchi, d'éthique, d'intellectualisé, alors qu'en fait... ce que dit Stéphane de Beauve, c'est que c'est finalement quelque chose de très instinctif et qu'on va rationaliser a posteriori. Il y a un test qu'on peut faire ensemble, si vous voulez. Imaginons 2 frères, un frère et une sœur qui partent en vacances dans un chalet à l'abri des regards de tous. Et ils décident finalement d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? La plupart d'entre nous diront c'est absolument répugnant, c'est mal. Et on se dirait, rationalise, pourquoi est-ce que tu trouves que c'est mal ? Un frère et une sœur qui ont des rapports sexuels, mais évidemment que c'est mal. Je vais te dire pourquoi. S'ils ont des enfants, il y aura des maladies qui vont apparaître. Donc nécessairement, darwiniquement, c'est normal que je trouve ça mal. D'accord. Maintenant, admettons que le frère a subi une vasectomie et que même ils utilisent des préservatifs. Et qu'ils ne le raconteront à personne, les 2 sont consentants. Est-ce que c'est mal ? J'ai cassé l'argument rationnel. Malgré tout, vous allez ressentir en vous un petit quelque chose qui fait que vous sentez malgré tout que c'est mal. Mais c'est parce qu'en fait, la morale est instinctive et, dans ce cas-là, est normalement rationnelle, mais elle ne peut pas s'adapter à cette situation où, malgré tout, ça va persister, cet instinct moral. L'instinct de la recherche de l'égalité est finalement un stigmate de notre évolution. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, donner un minimum de nourriture à tous les membres de la tribu, qui étaient en petit nombre, fut un avantage évolutif, puisque vous ne vouliez pas traîner des individus handicapés, faibles par la sous-nutrition, au sein de votre tribu. Que ce soit contre des prédateurs ou contre une autre tribu, vous avez besoin qu'il y ait un minimum d'énergie au sein de chaque membre. Réduire dans un monde aux ressources extrêmement limitées l'inégalité avait un intérêt évolutif. Mais en 2024, quand plus personne ne meurt de faim en Occident, que la plupart des individus, même les plus pauvres, ont les premières nécessités qui sont assouvies, à savoir la faim, le logement, le soin, l'éducation, même si l'inégalité se creuse par le fait que les riches deviennent de plus en plus riches, mais qu'en parallèle la pauvreté dans le monde ne fait que baisser, comment rationaliser la recherche de l'égalité ? Pourquoi je ne dirais pas que finalement c'est cet instinct moral résiduel ? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de riches, et les riches n'ont jamais été aussi riches, mais en même temps, il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres, et les pauvres n'ont jamais été aussi peu pauvres. Et en fait, le collectivisme ne repose uniquement sur cet instinct, ce stigmate de l'évolution, qui ne fait plus de sens dans un monde efficace, industrialisé. Un parallèle qu'on peut faire, c'est vis-à-vis justement de ce que j'avais dit, le sucre, le sel, les acides gras saturés. Pourquoi on aime ça ? Pourquoi quand on met ce cheeseburger dans notre bouche, c'est délicieux ? Bien vous me direz, Anthony, c'est parce que
Ce fut un avantage évolutif d'avoir cette appétence pour le sucre, le sel et les acides gras saturés. Ceux qui étaient attirés par ces éléments avaient plus d'énergie, ont pu survivre et se reproduire. Donc évidemment, ça s'est installé, et aujourd'hui c'est encore un stigmate de notre évolution, même dans un monde en profusion de nourriture. Alors pourtant, malgré le fait que mettre ce cheeseburger dans votre bouche va activer les circuits de la récompense dopaminergique, est-ce qu'on peut dire que c'est bien ? Vous me direz non, à la longue... vous allez développer des maladies cardiovasculaires ou de diabète de type 2. Donc il y a une décorrélation entre l'activation de votre circuit de la récompense et la positivité objective d'avoir mangé ce cheeseburger finalement. Et c'est ça qui est amusant, c'est que la recherche de l'égalité est souvent vue comme une espèce de noblesse d'esprit, voilà, quelque chose de très réfléchi, alors qu'en fait il s'agit, tout comme de... cette recherche du sucre ou du sexe à travers le porno, en fait il s'agit d'un instinct très bas, quelque chose de très primitif. Lorsque l'on veut améliorer l'image de soi, et notamment l'image qu'ont les autres de soi, et que l'on veut se persuader que l'on est une bonne personne, s'investir dans une lutte pour l'égalité active le circuit de la récompense dopaminergique, ce stigmate de l'évolution, de façon totalement décorrélée de tout impact sur autrui. Donc en fait c'est pour ça que je vous dis que le collectivisme c'est un McDo de la morale. On active de façon artificielle le circuit de la récompense, alors qu'en fait on est en train de réaliser un acte désastreux pour la santé. Et ce n'est pas parce que vous vous sentez bien que c'est objectivement bien. Tout comme certains tombent dans le piège du plaisir par l'alimentation en achetant des Kinder Country ou je ne sais quoi, eh bien on tombe dans le piège d'un industriel qui vend un produit qui s'appuie sur des stigmates de notre évolution. Le piège de la construction d'une image positive de soi, seulement par la politique, typiquement, c'est « je suis de gauche, je suis un militant pour l'égalité, donc je suis une bonne personne ». Ce qui est très dangereux, parce que une fois qu'il réalise que c'est juste du McDo éthique, en fait il ne reste plus rien pour se valoriser. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que pour être communiste, il faut avoir très peu d'éducation, parce que comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir lu un livre d'histoire ou alors le témoignage des gens qui ont littéralement vécu en Union soviétique pour voir que c'est de la merde. C'est-à-dire que Solzhenitsyn a fait le travail d'analyse lui-même, donc il y a un moment où vous n'avez vraiment plus rien à faire. Donc il faut avoir très peu d'éducation, il faut être jeune pour être idéologiquement naïf, céder à ses instincts les plus bas, avoir un cortex, frontal, vraiment atrophié, ce qui est totalement à l'opposé de l'image qu'ont ces gens d'eux-mêmes, évidemment. Ils pensent que c'est une idéologie intellectuelle, rationnelle, planificatrice, alors qu'en réalité, ça active les mêmes circuits que le porno ou le KFC, quoi. Et en fait, in fine, il faudra apprendre aux gosses à mesurer le prix de leur virtue signaling. Est-ce que l'activation du circuit dopaminergique est en corrélation avec un impact positif réel, ou est-ce au dépend d'un tiers ? Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un, ou alors est-ce que tu as volé de l'argent à quelqu'un pour réaliser ton action ? Si vous ne voulez pas qu'on se retrouve comme tous ces Russes qui applaudissent bêtement pendant des heures pour la gloire d'un dictateur, ne cherchez pas à réduire l'inégalité. Ce paramètre n'a absolument aucune pertinence dans la recherche du bonheur de notre espèce. Elle permet juste aux fous de Twitter d'avoir un fusil et du pouvoir sur les CSP+. Parce que fondamentalement, c'est ça le monde soviétique. C'est les cadres, les ingénieurs, les professeurs, les médecins qui sont dans des camps et les fous de Twitter qui ont un pouvoir absolu sur eux. Alors je sais pas qui rêve d'une société pareille, mais moi clairement j'en fais pas partie. Parce que dans ma lignée, on n'a jamais cessé d'échapper aux tentatives de meurtre de cette idéologie populiste, stupide, bas du front, qui séduit les atrophiés du cortex préfrontal. Ce qui est contre-intuitif avec les systèmes économiques comme le capitalisme ou le communisme, c'est qu'il y a une dissociation totale entre la motivation et le résultat. Prenons un exemple du livre de Stéphane Debove. Un groupe de chimpanzés tente de chasser un petit colobe. Un colobe, c'est un petit singe. Et en fait, les chimpanzés cherchent à le chasser, à l'attraper pour pouvoir le manger. Or, ce petit colobe est logé au sommet d'un arbre. Donc les premiers chimpanzés arrivent sur les lieux, sautent sur l'arbre et commencent à grimper en direction du colobe. Les autres chimpanzés, voyant leurs congénères les précéder, se mettent de part et d'autre de l'arbre afin de bloquer les issues. Et là vous vous dites, voici un harmonieux travail d'équipe, issu d'une planification.
d'un altruisme moral, puisque chacun a la certitude d'obtenir sa part de la nourriture. Et en fait, les anthropologues, ils vous arrêtent et ils vous disent qu'en réalité, leur stratégie est tout à fait compatible avec le fait que ces chimpanzés pensent d'abord à leur intérêt personnel. En effet, les premiers chimpanzés, voulant attraper le colobe pour obtenir les meilleurs morceaux et s'assurer un bon repas, profitent de leur avance et sautent à l'arbre pour commencer leur ascension. Les retardataires, voyant qu'ils ont été devancés, l'un d'eux se placera à droite de l'arbre dans l'éventualité où le colobe voudrait s'enfuir en se jetant de l'arbre. Ce chimpanzé pourrait ainsi le réceptionner et s'assurer un bon repas si le petit colobe lui tombe entre les mains. Le dernier de ces prédateurs, de ces chimpanzés, voyant son congénère se placer à droite, pour les mêmes raisons, il se placera à gauche. Ainsi, de votre œil extérieur, vous observez une stratégie rondement menée, alors que seul l'intérêt personnel organise cette harmonieuse coopération involontaire. Il n'y a aucune planification, et d'ailleurs cette chasse serait sans doute trop complexe pour être planifiée. Le capitalisme, c'est cela. On est des chimpanzés, avec nos intérêts personnels à cœur, qui de façon involontaire sommes harmonieusement organisés pour échanger, pour construire, pour posséder, pour faire, pour apprendre à mieux faire, apprendre à mieux échanger et à posséder davantage. Nous n'avons jamais fait autant de bien à l'humanité qu'en s'intéressant d'abord à nous-mêmes. Je cherche le profit et cela nourrit, loge, vêtit, soigne de parfaits étrangers en grande quantité. Et donc c'est malgré notre morale que le capitalisme a été sélectionné comme le fruit d'un darwinisme culturel, car il est le plus efficace. Ce que je pense, c'est que pour tous les Français, l'archipel du Goulag devrait être une lecture obligatoire au lycée, à étudier pour le bac, en fait, parce que évidemment c'est très important pour les Français de connaître leur histoire, et notamment la partie sur l'occupation allemande. Je pense que c'est aussi important qu'ils sachent ce que représente l'application des idéologies d'extrême gauche de façon concrète. Et en plus, ce serait franchement pas volé puisqu'il s'agit d'un prix Nobel de littérature, donc franchement pour moi c'est incontournable. Et sans déconner, si on faisait un film sur l'archipel du Goulag, je sais pas, la gauche perdrait la moitié de son électorat, quoi. Je voudrais finir sur une citation qui résume très bien ce que c'est qu'être un zèque et qui porte un certain hommage à ces gens. Cette puissante tribu, je suis fier de lui appartenir. Au départ, nous n'étions pas une tribu. C'est de l'extérieur qu'on l'a forgée. On nous a soudés les uns aux autres, comme jamais nous n'aurions pu le faire nous-mêmes dans la lumière crépusculaire et la dispersion de la vie normale, où tout le monde a peur de tout le monde. Et nous n'avons pas besoin de concertation pour nous soutenir les uns les autres. Nul besoin non plus de nous mettre mutuellement à l'épreuve. Quand nos routes se croisent, nous nous regardons dans les yeux, échangeons de mots, et à quoi bon d'autres explications? Chacun est prêt à aider l'autre. Partout, nous avons des alliés.